RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Le verdict est tombé hier pour la directrice du Mémorial Acte, Laurella Rinson. Le conseil d'administration a voté pour sa révocation, 17 votes pour et une abstention. Il lui est reproché une mauvaise gestion financière et humaine de l'établissement. Diverses fautes graves ont également été mises en évidence depuis sa nomination. Des faits qui lui ont valu une mise à pied en 2021, mais aussi une mise en garde à vue le mois dernier. Elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en novembre prochain. Elle a démarré avec un mois de retard. La campagne sucrière a officiellement pris fin il y a maintenant 10 jours. Hier, à Petit Canal, les planteurs ont pu découvrir le bilan de cette campagne et estimer leur coût de revient par rapport aux dépenses engagées pour la plantation et l'entretien de la canne. Pour certains d'entre eux, il devient difficile de vivre de leur récolte malgré la convention canne 2023-2028 signée en avril dernier. Elle devrait permettre d'améliorer les conditions de récolte des agriculteurs, mais pour l'heure, ils se demandent quel bilan peuvent-ils tirer de la campagne et quelles perspectives s'offrent à eux pour la récolte prochaine. Un reportage signé Olivier Moradel. Nous avons invité les planteurs, comme nous avons fait partie en collectif, nous avons invité eux sur là pour nous échanger, faire des briefings si le déroulement récolte est fini là. Et puis après, pour nous parler des cannes de bout, et puis nous, comme il y a toujours demandé nous de faire, on audite si coût de revient en tonne canne. Donc, monsieur, si les Gabon là, c'est nous mandaté pour te faire travailler là, ça va nous. Et puis expliquer ces gens-là, l'argent nous capable de pour en tonne canne. L'étude que nous allons nous présenter a été faite sur la base justement de l'ensemble des dépenses que les planteurs font pour arriver à mener à bout l'implantation de canne pendant un an. Donc les dépenses qu'ils font en engrais, en produits phyto. Nous avons relevé ces prix auprès des SICA cannières et on a pu arriver à définir le coût de revient en fonction de différents critères. Alors c'est un élément important parce que comme le prix de la canne est défini à la tonne, il faut pouvoir mettre en face un coût de revient. Et c'est ça l'objet de la démarche aujourd'hui, que le planteur voit effectivement quand on lui paie sa canne, actuellement d'après la convention, donc à 109 € à 9 de richesse, mais pour qu'il voit effectivement s'il gagne de l'argent ou non par rapport à ce coût de revient que l'on met en face. Cette année, j'ai passé une mauvaise campagne. Sur mon exploitation, il y a eu des opérateurs qui sont venus pour couper la canne des voisins et d'autres personnes et ils n'ont pas coupé ma canne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il est temps que ça change parce qu'il y a trop d'inégalités dans cette filière. J'ai discuté avec pas mal d'agriculteurs qui ont des parcelles qui sont renvoyées. Ce sont les parcelles renvoyées, ce sont des cannes qui n'ont pas été coupées l'année dernière et qui ne seront pas coupées cette année. Donc là, je me suis rapprochée de quelques responsables. Donc il faudrait voir ensemble dans cette réunion ce soir, voir comment on va y remédier, comment on va pouvoir procéder pour pouvoir indemniser ces gens-là et voir comment on va solutionner le problème pour que l'année prochaine ça ne se réitère pas. Un planteur peut vivre de la canne à condition qu'il ait quand même une surface minimale. Il faut qu'il ait une taille critique. Globalement, pour qu'il puisse espérer vivre de sa production, il faut qu'il puisse avoir au moins 10 à 12 hectares de canne pour pouvoir espérer dégager donc un salaire et vivre avec sa famille. Il faut qu'il y ait au moins ce minimum. En dessous de ce minimum, c'est difficile de vivre uniquement de la canne, il faut faire autre chose. C'est la première fois dans l'histoire qu'en vrai, le Nord-Gante a une si belle richesse qui ça. Et que c'était ce qu'a dit comme ça, qu'on a une trop de l'eau dedans. Mais en tout cas, je monter une entreprise agricole, en tout cas, lever qu'on a de l'eau, quand on a fait richesse à l'époque. Donc, je ne dois pas comprendre qui j'en fais quoi dire comme ça, quand on fait 3, 4, 5 en Nord-Gante. Moi, c'est inadmissible, moi, pour comprendre ça même. La seule action que je peux faire, c'est détruire la canne.
et replanter pour l'année prochaine, il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est trop tard. Quand on n'a pas coupé, à pas faute à planter là, moi je dis là que pour l'usine mettre tout entière responsabilité, qu'il n'est pas capable de boire quand il dit nous, quand il veut vraiment. Souffleur à Port-Louis. Depuis mercredi, on recense plusieurs victimes de ces petites créatures gélatineuses. À cause des fortes chaleurs, elles ont envahi la plage et s'en prennent aux nageurs qu'elles confondent avec leur proie. Prudence lors de vos baignades et pensez à appliquer les bons gestes si vous vous faites piquer. Il y en a d'autres qui piquent et qui transmettent un virus provoquant maux de tête, fièvre et parfois même des hémorragies. Les moustiques, eux, n'ont pas pris de congé. Une épidémie de dengue sévit actuellement en Guadeloupe. Comme la Martinique, notre île est passée en phase épidémique depuis le 17 août. Le virus circule activement sur nos territoires et le nombre de cas a fortement augmenté ces dernières semaines. Pour éviter la contamination, il y a des gestes simples, en commençant par limiter la prolifération des moustiques, en éliminant les eaux stagnantes par exemple, mais aussi en se protégeant des piqûres grâce à des moustiquaires ou encore des répulsifs. Depuis la fin du tour, avez-vous remarqué davantage d'insalubrité dans les rues de Jarry? Avec l'affluence qu'engendre le tour cycliste dans les différentes communes de notre île, certains déchets sont abandonnés à même le sol. La ville de Bemao compte pourtant parmi ses infrastructures la déchetterie de Jarry. Quelles sont les problématiques liées au traitement des déchets et comment résoudre ce problème? Réponse avec Didier Bérald, directeur général des services adjoints de la ville de Bemao, au micro d'Olivier Félix. La problématique de Jarry, elle est beaucoup plus large que la période simple du tour. C'est-à-dire que tout au long de l'année, Cap Excellence est en charge donc, de la collecte des ordures ménagères ou assimilées à des ordures ménagères, ce qui est fait. Nous, à la ville, on est en charge de la propreté, ce qui est différent en fait des déchets d'activité d'entreprise. En réalité, les entreprises devraient, certaines le font mais pas toutes, devraient elles-mêmes collecter les déchets liés directement à leur activité et qui ne sont pas assimilables à des déchets ménagers. C'est bien pour cela qu'il y a une déchetterie d'entreprise à Jarry qui n'est pas suffisamment utilisée. Donc j'encourage les entreprises à faire appel à cette déchetterie professionnelle pour collecter leurs déchets. Pour ce qui concerne le tour de la Guadeloupe, effectivement, l'afflux de personnes sur une durée limitée, et c'était une très belle étape d'ailleurs, a généré un certain nombre de déchets supplémentaires. Et donc nous nous sommes organisés pour rattraper le décalage qu'il y a eu entre les collectes régulières que nous faisons sur les déchets, sur la propreté, qui se font le lundi, le mercredi et le vendredi, mais qui n'ont pas encore pu rattraper parce que bien évidemment, y compris les entreprises, avaient des personnels qui étaient en congé, mais les choses vont être réglées dans les jours à venir. Il ne reste que quelques jours avant la rentrée scolaire et pourtant certains parents n'ont pas encore terminé les achats de fournitures. Défaut d'approvisionnement, nombre insuffisant de librairies, cette période de l'année devient pour certains un véritable parcours du combattant. Maxime Morel et Olivier Félix ont interrogé des parents pendant les dernières courses pour connaître leurs ressentis face à la rentrée. Vous avez trouvé tout ce que vous recherchez pour la rentrée? Quasiment, il me manque plus qu'une chose, un peu difficile à trouver, c'est du papier crépon. J'ai pas trouvé, pratiquement rien trouvé, donc je dois tout commander sur internet maintenant. Je me suis pris bien longtemps à l'avance. C'est bon, j'ai tout trouvé, bon, ça me manquait des livres, j'ai été les chercher aujourd'hui. Un peu compliqué, on fait la queue et il n'y a pas tout, voilà. Donc j'ai trouvé un livre sur 3 ce matin. Très difficilement parce que ma fille n'a pas encore sa liste. Donc on achète des petites fournitures. Les achats, ça va. Vous savez, comme on le dit, les matériels sont aussi chers. Donc, et comme on n'a pas le choix, donc on est obligé. C'est vrai que je trouve quand même mes livres, même s'il y a des délais, puisqu'il faut... je pense qu'ils travaillent en flux tendu au niveau du stock, mais sinon ça va, ça se prépare très bien. Pas tout, mais une bonne partie. Très très bien. Est-ce que tu as tout trouvé? Non, pas pour le moment. Il me manque les manuels. Au début des vacances, il n'y avait pas tout ce que je voulais. Ça s'est bien passé, mais par contre, il y a la seule librairie qui existe, c'est Cultura. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Et c'est un peu difficile pour les parents. Non, il me manque un livre. Je vais devoir le commander, je pense. Aujourd'hui, ça a été quand même compliqué pour avoir
le maximum des fournitures. Il m'a quand même fallu commander en métropole. Donc j'ai pas pu trouver tout ici malheureusement. J'ai trouvé seulement que 2 livres et tout le reste je dois commander par internet, le faire livrer, que je viendrai payer. Là maintenant, je dois passer des commandes pour les livres. En matière de livres, on n'en a pas encore tout trouvé. Concernant les livres, à chaque fois, il faut revenir. Et puis là, il faut que je revienne encore dans une semaine. Donc autrement, ça va. Ben, pas tout. Comme toutes les années, il faut toujours revenir, toujours repasser. Difficilement, voilà. Et non, je n'ai pas tout trouvé parce que ça fait 3 fois que je reviens à la librairie. On me dit que ça vient, et ce n'est pas là. On me donne des dates et ça, c'est pas là. Les livres ne sont pas là. Pour cette rentrée 2023, la ville de Pointe-à-Pitre et Cap Excellence lancent l'opération Les bonnes affaires de la rentrée. Alors que le retour à l'école et au travail approche à grands pas, la municipalité a souhaité accompagner les familles. Fournitures, vêtements ou encore accessoires, les commerçants proposeront jusqu'au 2 septembre des offres exceptionnelles pour bien démarrer l'année scolaire, à l'image de la papeterie Papet Store située au cœur de Pointe-à-Pitre. Un reportage d'Olivier Félix. Cette opération est en concomitance avec l'aide de Cap Excellence qui nous porte un grand soutien logistique là-dessus. Et donc effectivement, une promotion et un regard différent sur la ville de Pointe-à-Pitre concernant la rentrée scolaire et toutes sortes de rentrées scolaires parce qu'à Pointe-à-Pitre, tout ce que vous trouvez ailleurs, vous le trouvez aussi ici. Papet Store, vous pouvez trouver tout ce qui est fourniture scolaire, fourniture de bureau, mais comme on est vraiment sur une opération pour la rentrée scolaire, donc tout ce qui est pour la rentrée scolaire, fourniture scolaire. On fait également les listes scolaires, vous avez la possibilité de poser votre liste chez nous, on s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Et en plus, on a une petite pensée pour les familles, en fait, donc on a moins 10% jusqu'à la fin de l'opération à partir de 2 listes déposées chez nous. Donc on s'occupe également des livres. Elle va se réaliser sur 2 jours. La publicité va continuer sur les 4-5 jours. Elle a été déjà en amont. Ici, c'est juste l'idée de promotionner ce qui est encore à Pointe-à-Pitre concernant la rentrée scolaire. Donc, on a fait une sélection la plus représentative de ce qui pourrait être l'achat pour la rentrée scolaire, et c'est ce que nous sommes en train de vous proposer en ce moment. Ce soir, nous recevons Christelle Clairville, fondatrice de Gaston, maison d'art créole. Elle est de passage en Guadeloupe et nous fait l'honneur d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir Ophélie, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors du coup, vous êtes la fondatrice de Gaston, donc c'est la maison d'art créole, donc c'est en fait une galerie d'art, c'est bien ça? Exactement. Une galerie d'art, si on peut dire 2.0, puisqu'elle est aussi bien en ligne qu'en physique, d'après ce que vous m'avez dit? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je travaille avec une vingtaine d'artistes aujourd'hui, artistes visuels et artisans d'art. Et la galerie les met en valeur sur Internet, mais aussi lors d'événements physiques comme des salons professionnels, des partenariats avec des galeries. Très bien. Et d'où vous est venue l'idée justement de créer Gaston? C'est parti d'où? En fait, ça fait des années que je travaillais en marketing, surtout dans des sujets technologiques. Et quand le Covid est arrivé, j'ai passé quasiment une année en Guadeloupe. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et je me suis dit qu'avec mon expérience en marketing et mon amour des belles histoires, je pouvais travailler à les faire connaître. Très bien. Et justement, le côté un peu plus artistique, c'est venu d'où? Est-ce que c'est une passion que vous avez toujours eue? C'est de la simple curiosité? Comment ça en est venu en fait? Ça a commencé pendant mes études. Quand j'étais enfant, c'est pas un sujet auquel je m'intéressais spécialement. Mais en fait, j'ai eu l'occasion de voyager pour mes études. Je suis allée à Taïwan, je suis allée aux États-Unis. Et j'ai compris qu'à visiter un musée national, voir des ateliers d'artistes, ça permet de mieux comprendre un pays, en fait. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'en sache plus sur les artistes de mon île. D'accord. Donc vous avez souhaité valoriser en fait les artistes aussi de votre île. Donc vous allez à leur rencontre, vous les valorisez en exposant leur art. Comment ça se passe tout ça? Alors au départ, j'ai rencontré les artistes, j'ai beaucoup échangé avec eux et ils m'ont tous fait part de la même difficulté de s'exporter, de trouver des partenariats avec des galeries à l'échelle nationale, d'être exposé à Paris, par exemple, où il y a 70% des galeries françaises. Et moi, j'habite en Hexagone. Donc je me suis dit, je peux être cette personne qui fait le pont, qui crée une connexion entre nos artistes ici et les professionnels du marché de l'art en Hexagone.
Très bien. Donc vous avez participé à plusieurs salons, des salons professionnels. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une petite appréhension? Comment vous sentez-vous justement lorsque vous avez la chance de participer à des salons? Alors effectivement, le premier salon professionnel auquel on a participé, c'est le salon Maison et Objets. On était exposé sur le pavillon Craft, qui est vraiment dédié au métier d'art. Et oui, la première fois, ça a été bien sûr beaucoup de préparation, un peu de stress la veille de l'ouverture du salon. Mais en fait, quand ça commence, on est dans le jus, on donne tout ce qu'on a. Et vraiment, c'est simple en fait de parler des artistes parce que je les ai tous rencontrés, je les connais et je sais à quel point cette vitrine-là, ils en ont besoin. Donc ça donne aussi beaucoup d'énergie et de courage pour faire tout ça. Très bien. Et donc vous avez participé à un événement, on va dire, assez particulier. Vous avez participé à l'exposition Fabriquée en France, donc qui s'est tenue à l'Élysée, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et aussi, parce que vous avez eu l'honneur, je pense, d'exporter, vous m'avez dit, la broderie de Vieux-Fort. Comment ça s'est passé tout ça? C'était en juillet dernier. L'exposition du Fabriqué en France, c'est une exposition pour valoriser toute la création française. Donc il y a un dossier qui représente chaque département. Moi, j'avais déjà travaillé avec les brodeuses de Vieux-Fort pour présenter leur travail différemment, pour mettre en valeur chacun des points qu'elles sont capables de faire. Et donc, on avait, en réflexion avec l'association des brodeuses de Vieux-Fort, créé des cadres où on voit le point de broderie, son nom, avec une Marie-Louise sur mesure, avec un fond en papier de soie, pour vraiment mettre l'accent sur leur savoir-faire. Et quand j'ai vu cette exposition du Fabriqué en France, j'ai proposé aux brodeuses de candidater pour elles. Donc j'ai fait un dossier de candidature, j'ai expliqué que la broderie avait déjà été présentée au salon Maison et Objets, qu'on en avait vendu, qu'on avait eu beaucoup d'intérêt. Et en fait, c'est notre dossier qui a été retenu pour représenter la Guadeloupe à cette exposition. Donc pendant tout un week-end, les 1er et 2 juillet dernier, les Français sont venus au Palais de l'Élysée et ont vu la broderie de Vieux-Fort. Très bien, donc c'est vraiment un magnifique parcours, une belle histoire en fait, et vous avez vraiment à cœur donc de valoriser aussi votre île, de l'exporter et de montrer tout ce que nos artisans sont capables de faire. C'est ça, je pense que vraiment, que ce soit les artistes ou les artisans d'art, leur travail, en fait, ça raconte quelque chose de nos îles et c'est une manière de créer un pont avec les gens et de leur donner envie de nous découvrir différemment. Il n'y a pas que les plages en Guadeloupe. C'est vrai. En tout cas, merci à vous pour cette mise en lumière de notre culture, de nos artistes, de nos artisans. Et je vous remercie du coup de votre venue sur notre plateau et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup Christelle. Nous revenons donc sur un dernier sujet de sport. Côté foot, la finale du Trophée des Champions 2023 a opposé le Sporting Club de Bemao au club sportif Moulien. Elle s'est déroulée vendredi dernier à Sainte-Anne et le Sporting Club s'est imposé pendant les prolongations. Nous leur souhaitons la même réussite lors de leur prochain match et regardez le reportage d'Olivier Moradel. Je suis ravi d'accueillir ce Trophée des Champions dans la ville de Sainte-Anne. Un beau match très soutenu, avec des belles actions. Je pense que ces jeunes, même s'ils sortent de vacances, je pense que c'est un bon moment pour eux. Et je félicite le vainqueur qui est le Sporting. Le Sporting Club de Bemao avec de faire une bonne saison cette année. Donc, ils ont mis des moyens en place. Et au-delà des moyens, ils ont été chercher des joueurs, des combattants, je dirais, parce qu'ils avaient une bonne base. Ils avaient une très bonne base. Et nous, on est là juste pour renforcer cette bonne base. Dieu merci, le noyau s'est créé très vite. Ce soir, vous avez pu le voir. On égalise en deuxième mi-temps de la prolongation. À 8, on était à 8 sur le terrain, on était fatigués. Mais on peut déjà voir qu'il y a une cohésion se crée après 2 mois de travail. Et je suis content. C'est de bon augure pour le reste de la saison. J'ai trouvé 2 équipes très entreprenantes pour un début de saison, un premier match, alors que on sait bien que les conditions d'entraînement n'ont pas été là pour ces équipes-là. Je tiens à les saluer. 3 buts partout, de l'engagement, mais aussi de la recherche de la maîtrise technique. Cela augure certainement d'un bon championnat et on devrait retrouver ces 2 équipes dans le haut du tableau. Et puis je peux que souhaiter que cette saison de football soit une belle saison pour nous, pour les jeunes, pour le football guadeloupéen. On a fait un bon match, difficile puisque c'est un premier match. Il y a des joueurs qui ont joué sans avoir fait un seul match amical. Ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir perdu des joueurs des 2 côtés, quoi.
Et puis d'avoir joué à 9 contre 9 pendant 120 minutes et pousser les joueurs aux blessures. Donc, les coachs se sont mis d'accord pour éventuellement qu'il n'y ait pas de prolongation, mais ils ont insisté pour qu'il y ait des prolongations. C'était le règlement. On l'accepte, on s'incline et puis on aura la possibilité de récupérer ceux qui sont en route là, pour la reprise aussi et de pouvoir se concentrer sur la saison. Mais là, c'est un bon match d'entraînement. Maintenant, là, c'est Sporting, hein, comme je vous ai dit. J'ai à cœur de faire une très belle saison Sporting aussi et de montrer ce que je peux faire, comme quand j'étais à la Gauloise. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur ONews Radio.